La simple femme de ménage accepte d'être l'épouse d'un millionnaire pendant 10 jours, mais le dernier jour, il fait quelque chose qui la choque profondément. Camille Bernard vivait à Lyon, au rythme discret de ceux qui n'ont jamais appris à faire du bruit. À 32 ans, elle avait sculpté son quotidien dans la régularité d'une vie sans éclat, sans drames apparents, mais aussi sans réconfort véritable. Chaque matin, elle se levait à 6 heures, préparait une infusion pour sa mère alitée, ajustait les coussins du fauteuil médicalisé et sortait pour prendre le tramway en direction des quartiers huppés. Elle était femme de ménage depuis ses 19 ans, mais travaillait à son compte depuis 7. Ce détail lui tenait à cœur, car il était la seule preuve tangible de son autonomie, de sa ténacité dans une existence que peu auraient supportée. Si longtemps. Elle nettoyait les appartements de riches familles du centre de Lyon, hauts plafonds, parquets grinçants, œuvres d'art contemporaines et silence épais des lieux où personne ne reste, jamais vraiment. Les propriétaires étaient souvent absents, ou présents sans lettres, absorbés dans des visioconférences ou des vies trop pleines pour remarquer une femme effacée qui, en quelques heures, remettait de l'ordre dans ce qu'ils laissaient derrière eux. Camille ne parlait que si on lui adressait la parole. Elle était rapide, méticuleuse, presque invisible. C'était ce qu'on attendait d'elle. Et c'était ce qu'elle offrait, sans faillir. Sa mère, Denise, était atteinte d'une maladie neurodégénérative qui avançait à petits pas, mais jamais en arrière. Depuis 3 ans, Camille vivait pour elle. Le reste, les amitiés, les sorties, les désirs, avaient disparu de son horizon, comme des étoiles voilées par un épais nuage de responsabilité. Elle n'en souffrait plus vraiment. Elle avait accepté. Elle avait appris à être le pilier silencieux de sa propre vie. Un mercredi matin, alors que la ville s'éveillait dans une brume d'automne, Camille entra pour la première fois dans l'appartement du dernier nom sur sa liste, Julien Moreau. Le nom ne lui disait rien, mais l'adresse, elle, trahissait un niveau de vie hors norme. Le dernier étage d'un immeuble classé sur les quais du Rhône, avec vue panoramique sur la ville. Elle avait reçu les consignes par l'agence. Il fallait être discrète, ne poser aucune question, et nettoyer même les endroits déjà propres. Quand elle sonna, personne ne répondit. La porte s'ouvrit automatiquement, comme si elle était attendue sans être accueillie. L'intérieur était vaste, minimaliste, presque froid. Pas une trace de vie, pas de photos, pas de désordre, pas de son. Elle se mit au travail, concentrée comme toujours, balayant la poussière d'un monde trop propre. Ce n'est qu'après plus d'1 heure qu'elle le vit. Julien Moreau se tenait au bout du couloir, adossé à une porte entr'ouverte, vêtu simplement d'un pull gris et d'un pantalon noir. Il ne dit rien, se contenta de l'observer avec une intensité troublante. Camille, prise de court, baissa l'yeux et continua à ranger quelques coussins comme si de rien n'était. « Vous êtes ponctuelle, dit-il enfin d'une voix posée. Elle hocha la tête, et silencieuse. C'est rare, elle ne sut pas quoi répondre. Il la remercia brièvement et disparut dans une autre pièce. À partir de ce jour, elle revint chaque semaine. Il n'était pas toujours là, mais parfois il passait près d'elle, lui adressait qu'un mot, ou l'observait sans jugement, comme s'il tentait de comprendre quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Peu à peu, Camille remarqua des détails. Julien vivait seul, sans décoration personnelle. Il ne recevait jamais personne. Les journaux traînant sur la table mentionnaient son nom dans les chroniques économiques. Un héritier, un entrepreneur, un homme discret dans un monde qui ne l'était pas. Elle apprit par bribes qu'il était très riche, très surveillé par la presse, mais presque invisible dans les cercles sociaux. Un jour, alors qu'elle rangeait les étagères d'une bibliothèque minimaliste, elle sentit son regard sur elle. Il lui tendit une tasse de café sans dire un mot et s'assit sur le fauteuil face à elle. Le silence s'installa, étrange mais pas pesant. Camille ne savait pas si elle devait continuer son travail ou s'arrêter. Il rompit finalement le silence. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Une absence d'attente. Une vérité tranquille. Elle fronça légèrement les sourcils mal à l'aise. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. C'est peut-être justement pour cela que je peux vous parler. Elle ne répondit rien. Le moment passa. Mais à partir de là, quelque chose changea. Julienne la regardait plus comme une employée de passage. Et Camille, malgré elle, commença à le remarquer, à s'interroger sur cette solitude murée derrière une fortune insondable. Elle n'avait pas encore conscience que sa vie, construite sur l'effacement et le service,
allait bientôt être secoué par une proposition qui défiait toute logique, et que ce même homme, à la fois distant et fascinant, allait briser le rythme implacable de ces journées silencieuses. Le vendredi suivant, alors que Camille s'apprêtait à quitter l'appartement de Julien Moreau, un détail inattendu brisa la routine. Il l'attendait à l'entrée debout, les mains croisées dans le dos. Son visage, habituellement impassible, trahissait une tension inhabituelle, comme si une décision mûrie dans le secret de longues nuits solitaires était sur le point d'émerger. Camille, instinctivement méfiante, ralentit le pas, prête à saluer poliment et à partir. Mais il parla avant même qu'elle n'atteigne la porte. « J'aimerais vous proposer quelque chose, un peu inhabituel. » Elle s'immobilisa légèrement sur la défensive. Son ton n'était ni pressant ni menaçant, mais l'énigme de ses paroles flottait dans l'air comme une brume dense. « Je vous écoute, » répondit-elle prudemment. Julien l'invita à s'asseoir dans le salon, un espace vaste et impersonnel qu'elle n'avait jamais vraiment habité malgré les heures passées à le nettoyer. Cette fois, il semblait vouloir créer une rencontre. Il servit 2 tasses de thé, un geste surprenant de la part d'un homme dont elle ignorait jusqu'à l'odeur de la voix hors des formules de courtoisie. « Camille, je vais être direct. J'ai besoin de quelqu'un pour m'épouser. Pendant 10 jours, officiellement, légalement. Pas pour la vie, pas pour les sentiments. Juste pour 10 jours. » Le choc de la proposition la frappa comme une vague glacée. Elle le fixa, cherchant le moindre indice d'ironie, un sourire caché. Dans les plis de son regard, un éclat de plaisanterie. Mais Julien restait parfaitement sérieux, presque grave. « Vous voulez que je me marie avec vous ?» répéta-t-elle incrédule. « Oui, et je vous paierai une somme conséquente en échange, de quoi régler vos dettes, couvrir les soins de votre mère, et vous offrir un nouveau départ si vous le souhaitez. » Camille recula légèrement sur le canapé. Ce qu'il disait n'avait aucun sens. Elle n'était ni actrice, ni complice, ni désespérée au point de vendre une alliance. Elle était une femme de ménage, avec une dignité intacte, même si la vie lui avait souvent refusé les privilèges. Quelle est plus simple? Pourquoi moi? Parce que vous êtes différente. Vous ne cherchez rien, vous ne jouez pas. Vous êtes vraie, et surtout, vous êtes discrète. C'est indispensable. Le silence s'étira entre eux. Camille, abasourdie, sentit le poids de l'absurde. 10 jours. Un mariage. Une somme qu'il ne précisait pas encore, mais qu'elle devinait immense. Et pourquoi? Il ne donnait aucune explication sur ses motivations. Ni héritage, ni héritier, ni fuite. Juste une demande brutale, presque absurde, emballée dans une voix douce et un regard qui semblait toujours fuir quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « Je ne peux pas dire oui à une chose pareille sans comprendre, » murmura-t-elle. Julien hocha la tête. « Je comprends. Je ne vous demande pas une réponse aujourd'hui. Réfléchissez, et sachez ceci. Il n'y a aucune attente romantique, aucune exigence physique. Juste une présence, une alliance visible, quelques apparitions, 10 jours, et la liberté ensuite. » Elle quitta l'appartement sans dire un mot de plus. Dans le tramway qui la ramenait chez elle, elle revoyait sans cesse cette scène irréelle. Les mots se répétaient dans sa tête comme un écho impossible à faire taire. Se marier avec un inconnu, pour 10 jours, pour de l'argent, pour sa mère, pour une raison qu'elle ne comprenait pas mais qui, étrangement, ne la faisait pas fuir immédiatement. Ce soir-là, elle parla à sa mère comme à son habitude, lui donna ses médicaments, changea les draps, l'embrassa sur le front. Mais son esprit n'était pas là. Il tournait autour de cette idée folle, de cette proposition qu'elle aurait dû balayer d'un rire nerveux. Pourtant, Hélène riait pas. Elle pesait les mots, les conséquences, le silence dans lequel Julien avait enveloppé son offre, et cette impression étrange que cette demande n'était pas une manipulation mais un appel à l'aide camouflé. Les jours suivants furent un supplice de réflexion. Camille fit des recherches. Julien Moreau, 38 ans, héritier discret, d'un empire immobilier, dirigeant d'une fondation culturelle rarement vue en public, souvent photographié seul, entouré de mystères. Aucun scandale, aucun lien connu. Une énigme, un fantôme doré de la haute société. Elle reçut un message court sur son téléphone professionnel, 2 jours plus tard. « Ma proposition tient toujours. Si vous voulez en discuter, venez vendredi. Même heure. » Camille n'avait personne à qui en parler. Pas de sœur, pas de confidente. Ses amis d'autrefois s'étaient éloignés,
happés par la vie, par leur propre famille, par la distance invisible qui s'installe quand les chemins divergent trop longtemps. Elle dormit mal, mangea peu, sentit le poids du dilemme s'insinuer dans chacun de ses gestes. Pourtant, à l'intérieur, une voix persistante murmurait « Et si c'était là votre chance ?» Pas de fuir, mais de tout changer. Une fois. Pour de bon. Le vendredi arriva plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle monta les marches avec le cœur lourd, entra dans l'appartement. Le trouva comme toujours silencieux et lumineux. Julien l'attendait debout sans un mot. Elle déposa son sac, le regarda droit dans les yeux et parla avant lui. « J'accepte. 10 jours, rien de plus. » Il hocha lentement la tête comme si cela confirmait une attente ancienne. Il ne sourit pas. Il ne montra aucun triomphe, juste une fatigue immense dans les yeux. « Merci, Camille. » Ce fut tout. Mais dans ce silence, quelque chose se mit en marche, quelque chose qui ne s'arrêterait plus. Le matin du premier jour de ce qui devait être un mariage de 10 jours, Camille arriva à l'appartement de Julien sans savoir à quoi s'attendre. Elle ne portait pas de robe blanche, aucun voile, pas de fleurs dans les cheveux. Elle était vêtue simplement, presque modestement, comme si elle refusait d'endosser une image qui ne lui appartenait pas. Mais à l'instant où la porte s'ouvrit, elle comprit que ce qu'il s'apprêtait à faire ne ressemblait à rien à une mise en scène traditionnelle. Julien l'attendait avec un dossier épais entre les mains, son regard plus opaque que jamais. Il ne l'accueillit pas avec chaleur, mais avec une solennité presque juridique. « Avant toute chose, dit-il, il faut que tout soit clair. » Il l'invita à s'asseoir dans la salle à manger, où tout avait été disposé avec une précision clinique. Sur la table, un contrat relié, quelques stylos et une feuille annexe avec des instructions. Julien se tenait debout, légèrement en retrait, comme s'il présentait un acte notarié et non une promesse. « Ce document, expliqua-t-il, formalise notre accord. Tu auras 10 jours à passer à mes côtés. Pendant ce temps, tu devras m'accompagner à plusieurs événements, paraître à mes côtés en public, répondre à quelques interviews planifiées et porter le nom de mon épouse. » Camille parcourut les premières pages du contrat. Les termes étaient précis, sans ambiguïté. Aucune relation intime requise, droit de retrait en cas d'inconfort moral ou physique, clause de confidentialité totale et une rémunération généreuse versée intégralement à la fin du 10e jour, un montant qui lui permettrait de mettre à l'abri sa mère pour plusieurs années, voire de changer de vie entièrement. Pourtant, ce n'était pas la somme qui la troublait, mais la rigueur du dispositif. Tout semblait préparé depuis longtemps, presque comme si Julien avait envisagé ce scénario bien avant de la rencontrer. « Pourquoi moi ?» redemanda-t-elle une dernière fois. Julien la regarda longuement, puis répondit d'une voix basse « Parce que tu ne cherches rien, et tu ne poses pas les mauvaises questions. » Il ne développa pas davantage. Camille signa sans théâtralité, sans trembler. À cet instant, elle savait qu'elle ne contrôlait plus rien. Elle ne jouait pas un rôle. Elle entrait dans une histoire dont elle ne comprenait pas encore les contours. Julien lui tendit une petite boîte contenant une alliance fine en or blanc, sobre mais élégante. Il la glissa à son doigt sans cérémonie et lui dit simplement « À partir de maintenant, tu es mon épouse. Jusqu'à nouvel ordre. » Leur première apparition publique eut lieu 2 heures plus tard, dans une galerie d'art du 6e arrondissement. Julien, habitué à ce genre d'événement, gardait un calme presque glacial. Camille, elle, luttait contre le vertige d'être soudainement placée au centre d'un monde qu'elle avait toujours observé à distance. Les regards se tournèrent vers eux, intrigués par cette femme inconnue au bras d'un des hommes les plus discrets de France. Elle sentit les flashs, les chuchotements, les sourires fins et les jugements silencieux. Mais elle tint bon. Julien se montrait irréprochable. Il lui tenait la main avec délicatesse, la présentait sobrement comme « Camille, mon épouse », sans chercher à en dire plus. Aucun excès, aucune affection simulée, seulement une constance calme, presque rassurante. Pourtant, dans ses yeux, Camille percevait autre chose, une tension constante, comme s'il était prêt à fuir au moindre faux pas. Ce n'était pas un homme heureux, c'était un homme en mission. Les jours suivants s'enchaînèrent avec la même intensité. Conférences, dîners de gala, visites officielles. Partout où ils allaient, Camille devait jouer ce rôle. Elle le faisait avec une grâce inattendue, non pas parce qu'elle savait comment agir dans ce monde, mais parce qu'elle refusait de trahir sa vérité.
Elle parlait peu, observait beaucoup et, sans le vouloir, captivait l'attention. Sa simplicité devenait une énigme dans ce décor de luxe et de posture. Julien, de son côté, continuait de respecter scrupuleusement les règles. Il ne franchissait jamais les limites, ne cherchait aucune proximité physique, ne posait aucune question sur sa vie personnelle. Mais parfois, le soir, lorsqu'il revenait à l'appartement, il s'attardait près d'elle quelques secondes, 2 trop. Il la regardait préparer du thé, comme si ce geste banal lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu. Un soir, Camille le surprit à contempler une vieille photo dissimulée dans un tiroir de son bureau. Elle n'osa pas demander qui étaient les personnes sur l'image, mais elle vit dans les yeux de Julien une tristesse lourde, figée. Il rangea la photo en silence et se détourna. « Tu fais tout ça pour ton père ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il ferma doucement le tiroir et après un long silence dit simplement « Il y a des promesses qu'on doit tenir, même quand elles n'ont plus de sens. » Cette phrase resta en elle comme une écharde. Le mystère s'épaississait. Il y avait une urgence derrière ce mariage, une finalité qu'elle ne pouvait encore saisir. Et pourtant, malgré le caractère artificiel de leur lien, elle sentait quelque chose grandir. Une tension nouvelle, une chaleur discrète, comme si l'accord rigide signé quelques jours plus tôt n'arrivait plus à contenir ce qui s'insinuait entre eux. Un regard prolongé, un mot retenu, un silence partagé. À mesure que les jours passaient, Camille apprenait à lire Julien au-delà de son masque. Elle reconnaissait les moments où il s'efforçait de sourire, les instants où il retenait un soupir et ceux où il s'évadait intérieurement. Et Julien, de son côté, semblait moins figé, plus présent, comme si la présence de Camille le ramenait à quelque chose de plus humain, plus tangible. Il ne le disait pas, mais il s'adoucissait, lentement. À la fin du 5e jour, alors, qu'il dînait seul dans un restaurant discret de la Croix-Rousse, Julien leva les yeux de son assiette et dit, presque dans un souffle, « Tu n'étais pas censé rendre ça si réel. » Camille ne répondit pas, mais pour la première fois, elle se permit de le regarder comme un homme, et non comme un contrat ambulant. Un homme qui cachait quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à découvrir, mais qu'elle sentait approcher. Chaque jour la rapprochait un peu plus d'une vérité qu'il ne voulait pas nommer, mais qu'elle allait, bientôt, devoir affronter. Le 6e jour débuta sous un ciel d'hiver éclatant, comme si le froid sec et la lumière pâle de Lyon avaient décidé d'offrir une trêve au chaos intérieur que Camille commençait à ressentir. Depuis sa première apparition au bras de Julien, elle avait appris à composer avec la curiosité dévorante de ceux qui l'entouraient. Les sourires étaient polis mais jamais sincères, les regards doux mais perçants, les conversations superficielles mais chargées de sous-entendus. Elle comprenait à présent que dans ce monde-là, tout était calculé, pesé, analysé. Le moindre geste, le moindre mot, la moindre hésitation devenait matière à spéculation. Ce matin-là, il devait se rendre dans un domaine à l'extérieur, de la ville, propriété d'un couple influent lié à la fondation que Julien dirigeait. Camille s'était vêtue d'une robe noire simple, accompagnée d'un manteau long en laine gris-perle. Julien, fidèle à lui-même, portait un costume sombre, sans fioriture. En voiture, il parla peu, concentré sur son téléphone, relisant visiblement des messages auxquels il ne répondait pas. Le silence entre eux était devenu une forme de langage, une atmosphère pesante mais tolérable. Le domaine ressemblait à une peinture, de vastes jardins, une façade d'époque et une vingtaine de convives déjà rassemblés autour d'un buffet raffiné. Camille fut immédiatement la cible de regards appuyés. Une inconnue, mariée à un homme aussi en vue que Julien Moreau, ne pouvait qu'attirer l'attention. Elle fit de son mieux pour ne pas trahir son malaise, gardant la posture droite et le sourire léger. Julien, quant à lui offrait une présence rassurante, ne la laissant jamais seule trop longtemps. Les conversations tournaient autour d'art, d'investissement, de partenariats internationaux. Camille se contentait d'écouter, prenant conscience de l'écart abyssal entre son quotidien et celui de ces gens pour qui l'argent semblait une simple variable de jeu. Pourtant, elle remarqua que plus elle restait naturelle, plus elle éveillait la curiosité. Certains tentaient de percer son mystère, d'autres de la déstabiliser. Une femme en particulier, grande, brune, aux yeux bleus glaciaux, l'observait, avec une insistance à peine voilée. Pendant le déjeuner, cette même femme s'assit en face d'elle. Elle ne se présenta pas, mais parla avec un calme tranchant.
Vous avez un certain charme, dit-elle, celui des choses inattendues. Camille soutint son regard, sans répondre. Julien n'est pas un homme facile. Il ne fait rien au hasard. Vous devez avoir quelque chose de particulier. Elle marqua une pause, puis ajouta « Ou alors vous êtes juste une pièce temporaire, un élément du décor. Julien a toujours eu de standards très précis. » La remarque laissa un goût amer dans la bouche de Camille. Elle ne répondit pas, mais le malaise qu'elle avait réussi à dissimuler jusqu'ici revint avec force. Était-ce ainsi que les autres la voyaient? Un accessoire, un stratagème, une illusion polie? Le doute s'insinua lentement, rongeant la surface fragile de son assurance. Julien sembla percevoir ce trouble. En fin d'après-midi, alors qu'il se retrouvait seul dans un coin du jardin, il s'approcha d'elle et lui prit la main. « Tu te débrouilles très bien. Ce monde n'est pas fait pour être juste. » Elle le regarda, intriguée. « Tu n'as jamais pensé à t'en éloigner ?» Il sourit tristement. « Je suis né dedans. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Et maintenant, je dois composer avec. » Camille sentit à cet instant qu'il lui parlait avec une sincérité rare. Pas celle d'un homme qui joue un rôle, mais celle d'un homme fatigué de devoir toujours tenir bon. Elle comprenait de mieux en mieux que Julien vivait dans une cage dorée dont il n'avait pas la clé, et que ce mariage temporaire, aussi absurde qu'il ait pu sembler, faisait partie d'une mécanique bien plus complexe qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, un événement de bienfaisance les attendait à l'hôtel de ville. Camille, habillée d'une robe sobre que Julien avait fait préparer pour elle, monta les marches sous les flashs accrochés à son bras. Elle entendit des murmures, vit les regards se tourner, sentit le poids de l'attention concentrée sur elle comme une lumière crue. Mais elle ne vacilla pas. Elle sourit, elle parla, elle joua le jeu, tout en gardant en elle cette certitude étrange. Quelque chose n'était pas dit. Quelque chose, dans les gestes précis de Julien, dans son attention constante, dans sa manière de l'introduire comme son épouse, sonnait comme un appel. Après le dîner, ils s'éclipsèrent quelques minutes sur une terrasse. Camille se tenait face à la ville, illuminée en contrebas. Julien s'approcha lentement. « Tu n'es pas obligé d'endurer tout cela, tu sais ?» Elle tourna la tête vers lui. « Ce n'est pas ce que tu m'as demandé ?» Il hésita, puis baissa les yeux. « Je t'ai demandé de faire semblant. Mais je ne savais pas à quel point ce serait difficile de te voir, subir tout ça. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle aurait voulu lui répondre quelque chose de simple, de sincère. Mais au lieu de cela, elle se contenta de murmurer « Je veux comprendre ». Pas seulement jouer un rôle. Julien ne répondit pas. Mais dans le silence qui suivit, un lien se tissa entre eux, subtil, mais réel. Et pour la première fois depuis le début de cet accord, Camille sentit qu'elle n'était peut-être pas qu'une pièce dans un jeu. Elle devenait une présence, une voix, une vérité. Julien ne pouvait plus ignorer. Alors qu'il reprenait place dans la salle de réception, la presse s'était regroupée près de l'entrée. Des journalistes, curieux, commencèrent à poser des questions à voix basse. Julien les évita, comme toujours. Mais Camille vit dans leur regard une intensité nouvelle. Il savait flairer quelque chose, un détail, une faille, une vérité, à révéler. Et elle comprit que le mensonge qu'il portait allait bientôt être mis à l'épreuve. Ce soir-là, elle s'endormit en repensant aux mots de cette femme dans le jardin. Une pièce temporaire, un décor. Mais si elle l'était, pourquoi sentait-elle que Julien changeait? Pourquoi avait-elle vu de la peine dans ses yeux? Pourquoi, elle-même, ressentait-elle un frisson étrange quand il s'approchait? Dans ce monde de luxe et d'apparence, Camille comprenait que la vérité ne résidait pas dans les gestes visibles, mais dans ce que l'on s'interdisait de dire. Et elle pressentait que cette vérité allait bientôt frapper à la porte, sans prévenir. Les Cannes, jour suivant, furent comme suspendus dans une brume d'incertitude. Camille, malgré son silence naturel, sentait que tout autour d'elle prenait une densité différente. Julien, toujours aussi discret, avait cessé de suivre le contrat à la lettre. Il continuait de la présenter comme son épouse. Il l'accompagnait à chaque événement, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une faille s'était ouverte, un battement invisible qui révélait un homme au bord d'un aveu. Et Camille, malgré elle, attendait ce moment avec une anxiété qu'elle n'osait nommer. C'est à Paris, dans un hôtel particulier discret du 7e arrondissement, que le basculement s'amorça. Julien devait y rencontrer des mécènes, étrangers. Camille n'avait pas été conviée officiellement à la réunion, mais il insista pour qu'elle l'accompagne.
En fin d'après-midi, alors que les discussions touchaient à leur fin, il lui proposa une promenade. Ils marchèrent dans les rues calmes, loin du tumulte habituel. Pour la première fois, Julien semblait chercher ses mots. « Ce que nous faisons, ce contrat, tout cela n'est pas sans raison, » dit-il en fixant le trottoir. Camille attendit. Elle ne parla pas. Elle voulait entendre ce qu'il avait à dire, sans forcer sa parole. Mon père, c'était un homme dur, il croyait au contrôle, à la réputation. Il m'a toujours dit que l'amour était une faiblesse. Et pourtant, à la fin, c'est ce qu'il m'a demandé de prouver. Il s'arrêta, posa les yeux sur elle. Il n'y avait ni tristesse ni colère, seulement une sorte de fatigue tranquille. Il m'a imposé une condition avant de me laisser. Gérer l'ensemble de son patrimoine. Une clause absurde, que je sois marié et capable de rester 10 jours dans une relation stable, visible, sans éclat. 10 jours pour prouver que je peux être fiable aux yeux du monde. Camille sentit un poids tomber, mais ce soulagement fut vite remplacé par une confusion plus grande. Ce qu'elle vivait n'était donc qu'un test, une épreuve inventée par un homme mort pour son héritier distant. Et pourquoi moi, insista-t-elle. Il y a des agences, des actrices, des professionnels pour ce genre de mascarade. Julien détourna le regard. Justement, je ne voulais pas quelqu'un qui joue, je voulais quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un de vrai. Et quand je t'ai vue ici, dans cet appartement, si calme, si indifférente à tout ce que je représente, j'ai su que tu étais la seule capable de faire oublier que c'est un arrangement. Le silence entre eux prit une forme nouvelle, plus tendue, plus intime. Camille aurait dû se sentir utilisée. Mais ce qu'elle percevait dans la voix de Julien n'était pas de la manipulation, c'était de l'impuissance. Un homme piégé par des choix qu'il n'avait jamais faits, forcé de jouer une pièce dont il méprisait les règles. Ils rentrèrent à l'hôtel dans un silence lourd. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Les mots de Julien résonnaient dans sa tête, et une question tournait en boucle. Que cherchait-il vraiment? De l'argent, il en avait. Du pouvoir, il en possédait déjà. Alors pourquoi cette mise en scène? Pourquoi ce besoin de convaincre des gens absents? Et surtout, pourquoi ces regards parfois si tendres, si présents, qui ne collaient à aucune stratégie? Le lendemain, un journaliste l'attendait à la sortie de l'hôtel. Il l'interpella avec un ton faussement amical, le genre de sourire qui cache un couteau. « Madame Moreau, quelques mots? On a entendu dire que votre histoire avec Julien est particulière. » Camille ne répondit pas. Elle tenta de passer, mais il insista, plus fort. « Vous savez, on fouille, on creuse, et il y a des choses sur Julien que même ses plus proches ignorent. Des choses qui pourraient vous intéresser, surtout si vous avez signé quelque chose. » Elle s'arrêta net, le cœur battant. Il souriait, sûr de lui. Elle le regarda sans ciller, puis murmura « Vous ne savez rien », et elle s'éloigna. Mais ces mots, eux, restèrent. Que savait-il? Que cachait Julien d'aussi grave pour qu'une inconnue tente de la prévenir? Était-ce en lien avec ce contrat, ou quelque chose de plus personnel, de plus profond encore? Ce soir-là, Camille resta seule. Julien était retenu par une réunion. Elle fouilla l'appartement, non pas par curiosité déplacée, mais poussée par cette angoisse de plus en plus vive. Dans une petite bibliothèque du salon, elle trouva un carnet noir, relié à la main. À l'intérieur, des dates, des noms, des phrases courtes, rien de compromettant, mais tout sonnait comme un journal codé. Des fragments de vie, des souvenirs notés sans explication. Juillet, elle n'a pas pleuré, pas une larme. Février, je n'ai pas su lui dire. Encore une fois. Octobre. Si je pars, personne ne remarquera. Elle referma le carnet, les mains légèrement tremblantes. Julien portait un poids que personne ne voyait. Une tristesse qu'il camouflait sous la rigueur. Un passé qui refusait d'Esther. Quand il rentra tard dans la nuit, elle le regarda avec une intensité nouvelle. Il s'arrêta sur le pas de la porte, surpris par son regard. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je reste jusqu'au 10e jour ?» demanda-t-elle sans ciller. « Oui, alors il va falloir que tu me dises la vérité, toute la vérité. » Julien ne répondit pas. Il s'approcha, la regarda longuement, puis détourna les « je ne peux pas, pas encore », et il quitta la pièce. Camille resta seule dans le salon. Plus que jamais, elle sentait que cette histoire dépassait un simple contrat.
Il y avait un homme en ruine derrière ce masque, et un secret qui refusait de mourir. Elle ne savait pas encore s'il la sauverait ou la briserait, mais elle savait que le compte à rebours avait commencé. Le 7e jour commença avec une tension palpable dans l'air, comme si le silence lui-même avait compris que quelque chose était sur le point d'éclater. Camille se leva plus tôt que d'habitude, les pensées encore embrouillées par la nuit agitée. Julien n'était pas rentré dans la chambre. Il avait dormi ailleurs, ou peut-être pas du tout. Et elle, désormais, ne pouvait plus ignorer l'évidence. Leur arrangement avait dépassé les frontières du simple contrat depuis longtemps. Ce qu'ils vivaient, aussi confus que cela puisse paraître, portait le marque d'une intimité naissante, mais aussi d'une manipulation soigneusement orchestrée. La journée fut rythmée par un événement caritatif dans un hôtel particulier, près du bois de Boulogne. Une réception fermée, peu de journalistes, mais une concentration élevée de figures influentes, toutes issues de la haute sphère parisienne. Camille portait une robe bleu nuit, les cheveux relevés, une parure de diamants discrets empruntée au coffre de Julien. Chaque détail avait été pensé pour que l'image d'un couple élégant et complice soit irréprochable. Pourtant, rien dans ses gestes ne trahissait la sérénité. Elle se mouvait parmi le convive avec une élégance glacée, mais l'angoisse la dévorait de l'intérieur. Elle parlait peu, se contentait d'écouter, observant Julien du coin de l'œil. Il se montrait courtois, posé, professionnel. Aucun signe de tension, mais elle savait lire entre les lignes maintenant. Derrière son sourire poli, il y avait une inquiétude constante, une surveillance intérieure qui ne s'arrêtait jamais. Comme s'il attendait que quelque chose surgisse, un passé qu'il ne pourrait plus contenir. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'éloignait quelques instants pour reprendre son souffle, une femme s'approcha d'elle. Grande, élégante, vêtue d'un tailleur noir sur mesure, elle dégageait une froideur maîtrisée. Ses yeux gris fixaient Camille avec une intensité désarmante. « Je peux vous parler une minute ?» murmura-t-elle sans attendre de réponse. Elles se déplacèrent vers un couloir latéral à l'abri des regards. Camille sentit immédiatement que cette rencontre n'avait rien d'un hasard. « Vous êtes Camille Bernard, n'est-ce pas ? Je vous ai observé depuis plusieurs jours. » Camille se redressa légèrement. « Qui êtes-vous ? Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous ne savez pas encore. » Elle marqua une pause, puis reprit, plus sèchement. « Julien Moreau a une façon bien à lui de choisir les femmes qui l'entourent. Il les veut simples, silencieuses, remplaçables. Il vous a choisi parce que vous remplissiez tous les critères. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un caprice. C'est une mécanique, une stratégie bien huilée. » Camille sentit un frisson glacial lui parcourir la nuque. « Vous insinuez quoi exactement ? » Qu'il ne s'agit pas seulement d'un contrat, qu'il s'agit d'un processus. Et vous êtes au cœur d'un schéma que vous ne contrôlez pas. La femme sortit un petit papier plié de sa poche et le tendit à Camille. « Voici un nom, une autre femme, une autre histoire. Cherchez-la, posez-lui les bonnes questions et demandez-vous combien d'autres sont passés avant vous. » Puis elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Camille resta immobile un long moment, le papier serré entre ses doigts. Le nom inscrit à l'encre noire résonnait comme une alarme. Sophie Renaud. Ce nom ne lui disait rien, mais elle savait qu'il allait changer le cours de tout ce qu'elle pensait savoir. Elle rangea discrètement le papier dans son sac et rejoignit la réception comme si de rien n'était. Julien la regarda brièvement, puis détourna les yeux. Il ne savait rien de ce qui venait de se produire, et elle n'était pas encore prête à l'affronter. Le soir, dans la voiture qui les ramenait à l'hôtel, Camille resta silencieuse. Julien, de son côté, semblait absorbé par ses pensées. Aucun mot ne fut échangé. Elle s'isolait mentalement, construisant dans son esprit les contours d'une vérité qu'elle pressentait de plus en plus noire. Une vérité qu'il avait pris soin d'enfouir sous des couches de silence, de contrats et de gestes mesurés. Dans la nuit, elle fit ce qu'elle n'avait encore jamais osé. Elle alluma l'ordinateur de Julien pendant qu'il dormait. Aucun mot de passe ne la retint. Il ne s'en méfiait pas. Ou peut-être pensait-il qu'elle n'oserait jamais. Elle chercha le nom, Sophie Renaud. Plusieurs résultats apparurent, mais un seul attira son attention. Une ancienne collaboratrice d'une société liée à l'une des fondations de Julien. Elle avait disparu du paysage public, après une rupture brutale de contrat. Aucun scandale, juste un silence étrange, documenté brièvement dans une chronique oubliée. Camille prit note des informations,
imprima les éléments essentiels, puis éteignit l'ordinateur. Elle dormit peu cette nuit-là. Et dans les heures sombres de l'aube, elle décida qu'elle devait voir cette femme. Elle avait besoin de savoir, besoin de comprendre ce que cachait Julien. Car désormais, la peur n'était plus pour elle. Elle craignait pour lui, et pour ce qu'il pourrait devenir si les fondations de son mensonge s'effondraient. Au petit matin, elle prétexta un rendez-vous personnel et quitta l'hôtel. Julien ne posa pas de questions. Il sembla même soulagé de ne pas avoir à interagir. Camille prit le train pour Bordeaux, où vivait Sophie selon les dernières données. Pendant le trajet, elle repassa mentalement chaque moment passé avec Julien, chaque regard, chaque silence, chaque tension. Tout semblait désormais porteur de double sens. À son arrivée, elle localisa l'adresse. Une petite maison en périphérie, modeste mais bien entretenue. Elle frappa. Une femme d'une quarantaine d'années ouvrit la porte. Le même regard fatigué, la même retenue. « Sophie Renaud, vous ne me connaissez pas, » dit Camille. « Mais je crois que nous avons quelque chose en commun. Julien Moreau. » Le regard de Sophie se durcit. Elle ne sembla ni surprise ni choquée. Juste lassée. « Entrez, » dit-elle simplement. Et Camille sut, en passant le seuil, que la vérité allait enfin commencer à se révéler. Une vérité que Julien avait tout fait pour enterrer, et qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. La maison de Sophie Renaud avait cette apparence tranquille et figée des lieux où le temps semble avoir cessé d'exister. Pas de photos visibles, pas de bruit superflu. Le salon où elle accueillit Camille était ordonné, mais chargé de silence. Une table ronde en bois massif trônait au centre, flanquée de 2 fauteuils au tissu décoloré par les années. Sophie déposa 2 tasses de thé sur la table et s'assit sans attendre, l'air déjà fatigué de devoir raconter une histoire qu'elle pensait avoir laissée derrière elle. « Alors, vous êtes celle de cette année » murmura-t-elle, sans amertume apparente. Camille ne sut comment réagir. Elle ne voulait pas être l'une parmi d'autres. Elle avait besoin de comprendre. Comprendre ce qui liait cette femme à Julien, comprendre ce qui se tramait derrière cette mascarade d'union brève. « Que voulez-vous dire par celle de cette année » Sophie la regarda longuement. Julien a toujours eu besoin de contrôler son image. Cela remonte à bien avant la mort de son père. Ce que vous vivez, je l'ai vécu. Différemment, certes. À l'époque, il n'y avait pas encore de contrat écrit. Mais le principe était le même, apparaître avec une femme qu'il présentait comme essentielle à son équilibre. Une illusion bien orchestrée. Et puis un jour, plus rien. Silence. Rupture nette. Et moi, prié de disparaître avec discrétion. « Pourquoi avez-vous accepté ?» demanda Camille. « Parce qu'il sait choisir ses proies, » répondit Sophie sans détour. « Parce qu'il sait repérer les solitudes. Il ne vous promet pas le bonheur. Il vous promet une parenthèse. Et parfois, cette promesse suffit. » Camille sentit une colère sourde monter en elle, mais aussi une confusion terrible. Ce qu'elle vivait avec Julien ne ressemblait pas à un simple théâtre. Elle avait vu dans ses gestes, dans ses silences, dans ses fragilités, quelque chose de sincère. Elle ne voulait pas croire que tout cela était une répétition d'un cycle calculé. « Il a changé, » dit-elle malgré elle. « Ce qu'il vit, je pense que c'est réel. » Sophie eut un sourire triste. « Peut-être, peut-être pas. Ce que je sais, c'est qu'il ne dit jamais tout. Il vous donne juste assez pour que vous restiez, jamais assez pour que vous compreniez. » Après plus d'1 heure de conversation, Camille repartit avec un mélange d'informations précieuses et d'angoisses décuplées. Elle avait appris des choses sur Julien, son passé marqué par une mère absente, un père dominateur, des années de solitude cachées derrière une façade de succès. Elle savait aussi que Sophie n'était pas la seule, mais ce qu'elle ne savait toujours pas, c'était jusqu'où Julien était prêt à aller pour maintenir cette image parfaite, et si, cette fois, il n'était pas en train de se perdre dans ce mensonge. De retour à Paris, elle trouva l'appartement plongé dans le calme habituel. Julien lisait un dossier assis dans le salon comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux surpris mais sans agressivité. « Tu es parti loin, » constata-t-il. « J'avais besoin de réponses, » répondit-elle simplement. Il referma lentement son dossier. « Et tu en as trouvé ?»« Pas toutes, mais assez pour savoir que je ne suis pas la première. » Il ne broncha pas, ne nia pas. Il se contenta d'un léger hochement de tête. « Je ne t'ai jamais menti, Camille. L'omission est une forme de mensonge.
Il soupira, se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Le soleil couchant dessinait des ombres longues sur le parquet. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre, pas pour manipuler. J'ai besoin de paraître solide, intouchable, et pour cela, j'ai appris à fabriquer ce qu'on attendait de moi. Mais toi, tu n'étais pas censé rester aussi longtemps dans ma tête. Le silence tomba à nouveau, mais cette fois, il était chargé d'une tension nouvelle. Camille approcha, lentement, comme attiré par cette faille qui s'ouvrait enfin. Julien se tourna vers elle, vulnérable. « Je ne sais pas aimer, Camille. Je sais construire des murs, pas des ponts. »« Peut-être, dit-elle en s'arrêtant à un pas de lui, mais tu sais te souvenir. Et c'est un début. » Ce soir-là, ils ne se touchèrent pas. Ils ne s'embrassèrent pas, mais quelque chose changea définitivement. Pour la première fois, Julien s'assit à la table de la cuisine avec elle. Il coupa le légume, prépara le repas sans aide. Il lui raconta son enfance, la solitude de ses premiers succès, les trahisons dans les sphères du pouvoir. Et Camille lui parla de sa mère, de sa vie avant lui, des jours vides et silencieux. Ils mangèrent lentement, comme si chaque bouchée consolidait un lien nouveau. Et plus le repas avançait, plus Camille sentait qu'il cessait de jouer. Ils devenaient deux êtres qu'ils cherchaient, maladroitement, au milieu d'un contrat qui ne leur convenait déjà plus. Julien, en se levant pour débarrasser, se tourna vers elle. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir ce que je veux faire maintenant. »« Alors choisis, répondit-elle doucement, et il hocha la tête gravement. Le lendemain, ils visitèrent le quartier où Julien avait grandi. Une banlieue calme, modeste, loin du luxe qui l'entourait aujourd'hui. Il lui montra l'école où il allait, le vieux parc où ils échappaient après les disputes de ses parents. Il riait peu, mais sincèrement. Camille, à ses côtés, découvrait un homme qu'elle n'avait jamais vu, plus humain, plus fragile, plus vrai. À la fin de la journée, alors qu'il rentrait à l'appartement, il lui prit la main sans prévenir. Elle ne la retira pas. Et pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. Il n'y avait plus de contrat, plus de délai, plus de rôle à jouer. Juste deux personnes qui, malgré les mensonges et les silences, commençaient peut-être à se trouver. Et dans les yeux de Julien, pour la première fois, Camille ne vit ni le calcul, ni le contrôle. Elle vit une peur, nouvelle, celle de perdre ce qu'il n'avait jamais su garder, celle de ne pas savoir comment rester vrai maintenant que tout devenait réel. Le 8e jour débuta sous un ciel d'un gris terne, comme si même la lumière hésitait à se poser sur la ville. Camille se réveilla la tête lourde, envahie par une étrange sensation d'attente, comme si l'air portait en lui un avertissement silencieux. Julien dormait encore pour une fois paisiblement, sans cette tension qui crispait ses traits chaque matin. Elle l'observa quelques instants, son visage reposé lui apparaissant soudain plus jeune, presque vulnérable. Puis, elle se leva sans bruit, croisa son reflet dans le miroir de la salle de bain et se demanda, à l'espace d'un instant, ce qu'elle deviendrait une fois les 10 jours terminés. La matinée fut calme. Un petit déjeuner pris ensemble, quelques mots échangés, un silence confortable installé entre eux, puis Julien reçut un appel qui fit basculer l'équilibre. Il raccrocha avec un visage soudain fermé, ses yeux évitant ceux de Camille. « On doit aller à la conférence, maintenant. Ils ont avancé l'horaire. » « Quelle conférence ? Celle prévue pour demain. Ils l'ont déplacée à aujourd'hui. Il y a eu une fuite. Il ne dit rien de plus. » Dans la voiture, le silence redevint pesant. Camille comprit, sans qu'ils le disent, que quelque chose s'était produit, et ce quelque chose allait les exposer. La conférence de presse se tenait dans un grand hôtel du 8e arrondissement. Journalistes, photographes, vidéastes. La salle était pleine, trop pleine pour un événement censé être de routine. Dès leur arrivée, Camille sentit les regards s'alourdir, les murmures redoubler, les flashs crépiter avec une intensité inhabituelle. Julien lui serra brièvement la main avant de monter sur l'estrade. Il ne la regarda pas. Les premières questions furent classiques, anodines. Puis un journaliste au fond de la salle se leva. Il ne se présenta pas. Il parla fort, clair, d'une voix tranchante. « Monsieur Moreau, pouvez-vous confirmer que votre mariage avec Camille Bernard est contractuel, que vous l'avez engagé pour jouer le rôle de votre épouse afin de satisfaire une clause testamentaire ?» Un frisson glacial traversa la salle. Julien ne bougea pas. Il resta figé quelques secondes,
comme si la phrase n'avait pas encore atteint sa conscience. Camille, elle, sentit son cœur s'arrêter. L'instant semblait irréel. Elle attendait un démenti, un mot, une réaction. Mais Julien resta silencieux. Le journaliste poursuivit impitoyable. « Nous avons reçu des documents montrant un contrat signé entre vous deux, avec des conditions précises, une durée définie et une compensation financière. Ne pensez-vous pas que le public mérite la vérité ?» Julien baissa légèrement la tête, puis releva les yeux vers la salle. « Je n'ai aucun commentaire à faire. » Cette phrase, si brève, si froide, tomba comme une pierre. La salle s'agita immédiatement. Les voix s'élevèrent, les caméras se braquèrent sur Camille. Elle se leva sans réfléchir, quitta la salle à pas rapides, les flashs la poursuivant comme des coups de feu. Elle sortit dans la rue, sous un ciel menaçant, le cœur au bord de l'éclatement. Elle marcha longtemps, sans direction. Les rues de Paris lui parurent étrangères, hostiles. Chaque reflet de vitrine, chaque écran de téléphone semblait renvoyer son image. Cette image désormais liée à une mascarade. Elle avait accepté un contrat, oui, mais elle avait cru peu à peu que ce contrat s'était transformé en autre chose. Elle avait cru à Julien, à ce silence chargé, à ses regards perdus. Elle s'était laissée prendre. Et voilà ce qu'elle récoltait. L'humiliation publique, l'abandon silencieux, le retour brutal à sa place réelle dans ce monde. En fin d'après-midi, elle retourna à l'hôtel. Julien n'y était pas. Elle rassembla ses affaires mécaniquement, les rangea dans sa valise, sans même savoir pourquoi. Elle n'avait nulle part où aller, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester ici. Elle jeta un dernier regard à la pièce, à cette chambre où ils avaient partagé des instants, suspendus, puis elle sortit, descendit l'escalier sans se retourner. Le concierge tenta de lui parler, elle l'ignora. Elle prit un taxi, retourna à la gare. Dans le train pour Lyon, elle resta figée contre la vitre, le paysage flou se déroulant comme un film dont elle ne faisait plus partie. À son arrivée, la nuit était tombée. Elle marcha jusqu'à son immeuble, monta lentement, entra dans l'appartement modeste où l'attendait sa mère. La retrouver, intacte, fut à la fois un réconfort et une douleur. Camille s'assit à ses côtés, lui caressa la main, lui raconta des bribes de journées fictives. Elle ne parla pas de Julien. Elle n'évoqua pas Paris. Elle s'accrocha au silence comme à un refuge. Et dans ce silence, elle sentit les larmes monter mais refusa de les laisser couler. Les jours suivants furent vides. Aucun appel, aucun message. Le scandale explosa dans les médias. Les sites d'actualité reprirent l'affaire, détaillèrent le contrat, analysèrent la supercherie. Certains la traitaient de complice, d'autres de victime. Mais toujours, son nom était lié à celui de Julien, dans une spirale d'articles, de photos volées, d'interrogations creuses. Elle ne lut pas tout, juste assez pour comprendre qu'il n'avait rien fait pour la défendre, qu'il avait gardé le silence encore. Comme toujours, un matin, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe. Pas d'adresse, pas de timbre, une simple feuille, pliée en deux avec une écriture qu'elle connaissait trop bien. « Je suis désolé, mais je n'ai pas su comment te protéger sans te blesser. Et je t'ai blessé quand même. » Pas de signature. Juste ça. Elle resta longtemps immobile, la feuille dans les mains. Et pour la première fois depuis son départ, elle pleura. Pas de rage, pas de honte, mais de tristesse pure. Parce qu'elle comprenait enfin, Julien n'était pas cruel. Il était lâche. Et cette lâcheté, malgré tout, elle ne pouvait pas lui en vouloir totalement. Parce qu'elle avait vu en lui quelque chose de cassé, et qu'on ne répare pas ce qui refuse encore de se reconnaître brisé. Mais elle, Camille, devait maintenant se reconstruire, sans illusion, sans contrat, sans lui. Les jours suivants furent un mélange de silence oppressant et d'un retour à une normalité qui n'avait plus la même saveur. Camille reprit ses habitudes à Lyon, mais chaque geste, préparer le petit déjeuner de sa mère, nettoyer les appartements, marcher dans les rues familières, lui paraissait désormais dépouillé d'un sens qu'elle n'arrivait plus à retrouver. Il y avait en elle quelque chose de suspendu, comme un fil invisible qu'elle n'avait pas coupé, mais qui semblait prêt à rompre à tout instant. Julien n'était plus dans sa vie, du moins physiquement, mais il restait présent dans chaque pensée, dans chaque silence prolongé, dans chaque hésitation du regard. Ce fut une lettre, écrite à la main, qui raviva ce lien en apparence brisé. Elle arriva un matin,
insérée entre deux factures. Une enveloppe ivoire, sans timbre, portant simplement son prénom au dos. L'écriture, soignée, inclinée, n'était pas inconnue. À l'intérieur, une lettre de plusieurs pages, rédigée dans un ton qui trahissait à la fois l'urgence et le besoin sincère d'explication. Julien ne cherchait pas à se faire pardonner. Il n'utilisait pas de mots creux, pas de déclarations pompeuses. Il racontait. Pour la première fois, il ouvrait les portes d'un passé qu'il avait toujours gardé verrouillé. Il lui confia que le contrat qu'il lui avait proposé n'était pas né d'une stratégie de manipulation, mais d'une exigence posée par son père dans un testament cruel. Avant de lui céder l'accès à un fonds d'investissement colossal, son père avait laissé une clause. Julien devait prouver qu'il était capable de stabilité, de fiabilité, à travers un mariage, même temporaire, exposé publiquement, mais sans éclat. Julien lui écrivit qu'il avait d'abord cherché une solution comme les autres. Actrice, escorte, profil parfait. Mais aucune ne convenait. Toutes sonnaient les faux. Jusqu'au jour où, en l'observant silencieusement dans son appartement, il comprit que c'était elle. Non pas parce qu'elle serait docile ou discrète, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de jouer. Elle était déjà vraie. Elle n'essayait pas d'être vue. Et c'est précisément ce qui la rendait impossible à ignorer. Il décrivit les jours passés avec elle non comme une performance, mais comme une expérience inattendue. Il confessa que chaque moment l'avait déstabilisé, parce qu'il n'avait pas prévu d'être affecté. Et pourtant, chaque geste de Camille, chaque silence partagé avait fissuré la carapace qu'il avait mis des années à construire. Il écrivit aussi qu'il avait choisi de ne pas répondre aux journalistes, non par lâcheté, mais parce qu'il pensait que le silence la protégerait mieux que n'importe quelle défense. Il avait tort, et il le savait. La dernière page était différente. L'écriture y devenait plus instable, moins maîtrisée. « Je ne t'ai jamais demandé de rester, et je ne te le demande pas maintenant. Mais je veux que tu saches que ce que j'ai vécu avec toi n'a rien de temporaire, rien de fabriqué. Si tu ne veux plus jamais me voir, je le comprendrai. Mais si tu ressens encore quelque chose, ne serait-ce qu'un doute, je t'attendrai toujours. » Camille relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot la traversait comme une lame lente. Elle n'arrivait pas à trier ce qu'elle ressentait. La colère, la blessure, le manque, la tendresse, tout se mêlait. Mais une chose était claire, elle ne pouvait pas ignorer cette lettre. Pas cette fois. Elle passa la journée dans le silence, repassant mentalement tous les moments partagés. Elle revoyait Julien dans la cuisine, maladroitement concentré à couper des légumes. Elle repensait à leur promenade, à leurs regards, fuyant, à cette nuit où ils n'avaient rien dit mais tout montré. Elle savait que l'histoire qu'ils avaient partagée n'était pas une fable. Elle était réelle, imparfaite, incomplète, mais profondément humaine. Le lendemain, elle se rendit dans une petite papeterie du centre-ville. Elle choisit du papier crème, une enveloppe assortie. Elle n'avait pas écrit de lettre depuis des années. Pourtant, les mots vinrent, presque d'eux-mêmes. Elle ne cherchait pas à répondre à toutes ces justifications. Elle ne voulait ni blâmer ni absoudre. Elle voulait seulement dire ce qu'elle ressentait encore. « Je t'ai cru, et j'ai eu peur de cette croyance. Tu m'as blessé sans vouloir le faire. Mais malgré tout, je ne peux pas nier ce qui a existé entre nous. Tu dis que tu m'attendras? Moi, je ne promets rien, mais je vais te revoir. Pas pour reprendre, pas pour conclure, pour comprendre. Une dernière fois. » Elle signa simplement « Camille », glissa la lettre dans l'enveloppe et la posta elle-même dans une petite boîte près de la mairie. Elle ne laissa pas de numéro, pas de date. Elle savait qu'il comprendrait, et surtout qu'il attendrait. Dans les jours qui suivirent, elle prépara lentement son départ. Pas une fuite, pas un adieu, un retour vers une histoire inachevée. Elle confia sa mère à une voisine bienveillante, régla le détail nécessaire, reprit le carnet de Julien qu'elle avait gardé sans s'en rendre compte. Elle le relut, cette fois avec les yeux d'une femme qui avait cessé d'avoir peur de comprendre. Chaque phrase devenait une pièce du puzzle. Elle n'a pas pleuré, pas une larme. Ce n'était pas elle. Ce n'était peut-être même pas une autre femme, c'était sa mère, ou une amie, ou lui-même regardant ses souvenirs s'effacer. Je n'ai pas su lui dire. Encore, une fois. Camille comprenait maintenant à quel point Julien avait toujours vécu dans l'incapacité d'exprimer ce qui comptait. Et elle, en entrant dans sa vie sans frapper, avait fait voler en éclats cette incapacité. 3 jours plus tard, elle quitta Lyon au lever du jour. Elle n'avait pas prévenu Julien. Elle voulait le voir sans avertissement, sans scénario. Elle prit un train pour Paris,
un taxi jusqu'au quartier de Montmartre et descendit devant un petit café discret qu'ils avaient visité une fois. Elle entra, commanda un café noir et s'installa près de la baie vitrée. Il n'était pas encore là, mais elle savait qu'il viendrait, parce qu'il avait toujours su lire entre les lignes, parce qu'il avait toujours su quand elle le testait. Parce que cette fois, elle ne venait pas pour vérifier un contrat, elle venait pour savoir si l'homme qu'elle avait découvert était encore là, et si, malgré tout, il était prêt à l'écouter. Le 10e jour se leva sur une ville encore engourdie par le froid. Paris semblait s'étirer lentement, comme si elle aussi prenait conscience de l'heure qui arrivait. Dans l'appartement de Julien, le silence régnait. Ce n'était plus ce silence calculé et distant qu'il cultivait jadis, mais une forme de calme résigné, chargé d'anticipation. Il s'était levé tôt, avait bu un café amer qu'il n'avait pas terminé, puis s'était posté devant la fenêtre, les yeux fixés sur les toits gris de la ville. Il savait que Camille allait revenir. Il l'avait senti dans ses gestes, lorsqu'elle était partie. Elle n'avait pas claqué la porte, elle n'avait pas détourné le regard. Elle était partie comme on tourne une page, pas comme on ferme un livre. Quand elle franchit la porte en fin de matinée, il ne bougea pas. Il l'avait entendue entrer, déposer son manteau, s'avancer à pas mesurés. Lorsqu'elle apparut dans l'encadrement de la porte, il se tourna lentement vers elle. Il y avait quelque chose de changé dans son regard. Moins de colère, plus de lucidité. « Bonjour », dit-elle simplement. « Bonjour ». Ils restèrent un instant ainsi, à se regarder, à sonder le non-dit. Puis Camille s'approcha, prit une chaise, s'assit à quelques pas de lui. « Alors, c'est aujourd'hui », murmura-t-elle. Julien acquiesça. « Oui, le dernier jour. » Et après, il hésita, cherchant les mots, comme toujours. Après, « C'est toi qui choisis. » Camille observa la pièce autour d'elle. Tout était à sa place, comme s'il n'avait jamais quitté cet espace. Et pourtant, elle sentait que rien n'était plus comme avant. Elle prit une profonde inspiration. « Tu sais, ce contrat, je l'ai signé sans comprendre, mais je l'ai vécu sans tricher. Même quand j'avais peur, même quand j'étais en colère. Je n'ai jamais joué, pas une seule seconde. » Julien la fixa, bouleversé par la clarté de ses mots. Il s'approcha lentement, s'agenouilla devant elle. « Moi non plus. Je n'ai pas su le dire. Je n'ai pas su te défendre quand il fallait. J'ai cru que le silence te protégerait. J'ai cru que ne pas te mêler à mon monde t'épargnerait. Mais j'ai seulement prouvé que je ne savais pas encore faire confiance. Tu m'as blessé, Julien. Pas parce que tu as fait, mais parce que tu n'as pas fait. » Il baissa la tête. Elle le regarda longuement. Puis elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, tourna le dos à la pièce. La ville s'étendait devant elle indifférente, belle et distante. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus douce. « Il reste quelques heures. On peut faire semblant jusqu'au bout. Ou bien... » Elle se retourna vers lui, le regard fixé dans le sien. « Ou bien on peut dîner, juste dîner. Juste... » Comme deux personnes qui ne se doivent rien, mais qui ont encore quelque chose à se dire. Julien hocha la tête. « Je vais cuisiner. » Elle sourit presque malgré elle. Il se dirigea vers la cuisine, commença à sortir deux ingrédients. Elle le regarda faire, son dos légèrement voûté, ses gestes encore maladroits mais plus assurés qu'avant. Il préparait un plat simple, des pâtes fraîches, une sauce maison, quelques légumes, rien de grandiose. Mais tout dans sa manière de faire montrait une volonté nouvelle, de faire partie de ce moment, de créer quelque chose sans artifice. Ils mangèrent sans précipitation, en silence d'abord, puis en échangeant quelques souvenirs. Julien évoqua ses premiers échecs, des projets qui n'avaient jamais vu le jour. Camille raconta une anecdote de son enfance, un Noël sans chauffage, mais rempli de rires grâce à une vieille radio cassée qu'elles avaient transformée, sa mère et elle, en poste musical improvisé. Ils rirent ensemble. Un rire simple, inattendu, qui brisa la tension accumulée. Après le repas, ils s'installèrent sur le canapé. Aucun d'eux ne regarda l'heure. Ils savaient tous les deux que la fin approchait, mais ils refusaient de l'accélérer. Julien prit la main de Camille, la serra doucement. « Tu veux partir ce soir ?» demanda-t-il. « C'est ce qui était prévu, non ?» Mais plus rien n'est comme prévu. Elle se tourna vers lui. Dans son regard, il n'y avait plus de doute, plus de peur. Seulement une forme d'abandon serein, comme si enfin il était prêt à poser les armes. « Tu veux que je reste ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Pas pour 10 jours, pas pour... T'as un contrat, juste pour moi. »
Camille retira lentement sa main de la sienne, se leva, marcha jusqu'à la porte de la chambre. Elle s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. « Je vais faire ma valise. Je ne dors pas ici ce soir. » Julien se leva d'un bond, blessé. « Tu pars alors ?» Elle se retourna enfin, le regard droit, calme. « Non, je vais faire ma valise. Je ne dors pas ici parce qu'il faut que je réfléchisse. Loin de toi, loin de tout ça. Je dois savoir si ce que je ressens est réel ou juste le besoin d'un refuge. » Après tout ce que j'ai traversé, il voulut parler, mais elle leva la main. « Julien, laisse-moi revenir si c'est vraiment ce que je veux. Pas parce que tu as peur d'être seul, pas parce que tu crois que c'est maintenant ou jamais. Si tu me veux, tu attendras. Comme tu l'as dit dans ta lettre. » Elle sortit, doucement, referma, la porte sans bruit. Julien resta seul au milieu de la pièce figé. Mais cette fois, il ne s'effondra pas. Il savait qu'elle n'avait pas fui. Il savait qu'elle reviendrait, ou pas. Et que cette incertitude, aussi douloureuse soit-elle, était la première chose vraiment honnête qu'il partageait. Il regarda l'heure. Minuit approchait. Le contrat prenait fin. Mais l'histoire, elle, ne faisait peut-être que commencer. La 9e nuit s'était achevée dans un calme étrange, et le matin du 10e jour s'était levé avec une légèreté trompeuse. Julien se réveilla seul, dans le grand lit où la présence de Camille semblait encore flotter comme un parfum qu'on refuse d'oublier. Il resta quelques instants immobile, regardant le plafond, comme s'il espérait que les réponses viendraient du silence. Puis il se leva, marcha jusqu'à la cuisine, se fit un café qu'il ne but pas. La maison semblait vide, non pas parce que Camille était partie, mais parce qu'elle n'était pas là pour rester. Dans l'après-midi, il se força à sortir. Il marcha sans but dans les rues de Paris, passa devant des librairies, des cafés, des vitrines sans les voir. Il pensait à elle, à cette valise qu'elle avait faite sans colère, à ce regard ferme qu'elle lui avait lancé avant de partir. Ça n'était pas une fuite, c'était une pause, une respiration. Mais pour lui, chaque heure passée loin d'elle était une sorte de vertige. Il revint chez lui au coucher du soleil, le cœur alourdi par une attente sans nom. Il monta les escaliers, lentement entr'ouvrit la porte, espérant sans trop y croire qu'elle serait là, assise dans le salon, comme si rien ne s'était passé. Mais l'appartement était toujours vide. Il marcha jusqu'à la chambre, s'assit sur le lit, prit dans le tiroir de sa table de nuit le contrat qu'ils avaient en signé. Il le relut, ligne par ligne, se rappelant chaque condition, chaque règle, chaque mot rédigé avec froideur. Puis, sans réfléchir davantage, il saisit un briquet dans le tiroir voisin et mit feu aux documents. Les flammes dansèrent un instant sur le papier épais, et il les regarda se consumer sans remords. Il ne voulait plus rien de cette mise en scène. Plus de fausses règles, plus de théâtre. S'il devait la perdre, ce ne serait pas à cause d'un accord écrit. Ce serait parce qu'il n'aurait pas su lui dire ce qu'il ressentait. Le lendemain, il décida de faire ce qu'il n'avait jamais osé. Aller la retrouver, non pour la convaincre, mais pour la regarder dans les yeux sans défense. Il prit le premier train pour Lyon, les doigts serrés sur la poignée de sa veste tout au long du trajet. Il ne savait pas ce qu'il dirait. Il ne savait même pas si elle accepterait de l'écouter, mais il devait essayer. Il arriva devant l'immeuble modeste qu'elle lui avait décrit une fois. Il n'avait jamais été là, mais il reconnut immédiatement le quartier. Il monta les marches avec précaution, frappa à la porte. Ce fut la voisine qui ouvrit, une femme âgée au sourire prudent. « Camille n'est pas là », dit-elle doucement. « Elle est partie ce matin, une lettre à la main. » Elle avait l'air décidée. Julien hocha la tête, remercia sans insister. Il comprit alors qu'il devait retourner à Paris, que s'il voulait lui parler, ce serait à ses conditions, pas aux siennes. Il remonta dans le train, le regard perdu dans le paysage flou. Il ne pensait plus à l'héritage, au scandale, à la presse. Il ne pensait qu'à une seule chose, Camille, debout devant lui, libre de choisir. 3 jours passèrent. 3 jours, où il se retint d'écrire, de téléphoner, de chercher à savoir. Il avait brisé le contrat. Il avait brûlé le passé. Il ne pouvait que lui laisser l'espace de revenir, ou pas. Le matin du 4e jour, il reçut une enveloppe beige glissée sous sa porte. Aucune adresse, juste son nom. Il la reconnut avant même de l'ouvrir. L'écriture de Camille, droite, nette, sans fioriture. Il ouvrit l'enveloppe, lut lentement les quelques lignes à l'intérieur. « Si tu n'avais rien fait, je serais resté en silence. Mais tu as brûlé le contrat. » Et ce geste
Jen peut pas l'ignorer. Je serai au café. De Montmartre jeudi à 10h, si tu veux encore parler de ce qui n'est pas écrit. Julien resta longtemps debout, la lettre en main, sans bouger. Ce n'était pas une promesse, c'était une invitation. Et c'était plus que tout ce qu'il avait osé espérer. Le jeudi arriva. Il se leva tôt, s'habilla simplement. Pas de costume, pas de mise en scène. Il marcha jusqu'au café à pied, sentant à chaque pas le poids de l'attente se transformer en espoir. Il entra, choisit une table près de la vitre, commanda un café qu'il ne toucha pas, puis il attendit. Camille arriva à l'heure exacte. Elle portait un manteau clair, les cheveux détachés, un sac à la main. Elle entra sans hésiter, marcha droit vers lui. Julien se leva. Elle ne sourit pas, mais ses yeux ne fuyaient pas. « Bonjour », dit-elle. « Bonjour », elle s'assit, sortit de son sac une feuille pliée en deux. « J'ai lu le contrat. Maintenant, j'ai écrit le mien. » Elle posa la feuille sur la table. Julien l'ouvrit. Il n'y avait que 2 phrases, sans clause, sans durée. « Si tu veux encore, je reste. » Il la regarda, les yeux humides. « Je veux, » dit-il. Elle hocha lentement la tête. « Alors on recommence. Mais cette fois, pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour assurer personne, seulement pour vivre. » Et il sut à cet instant que tout le reste, le luxe, les apparences, le passé, ne valait rien comparé à cette seconde, à cette femme, à cette vérité. Ils étaient là, sans masque, sans script. Et tout commençait. Maintenant, Camille resta à Paris. Après avoir posé sur la table ce bout de papier qui valait plus, à ses yeux, que tous les contrats qu'elle avait vus dans sa vie, elle ne prononça plus un mot durant le reste de la matinée. Julien non plus. Ils étaient là, assis l'un en face de l'autre, à boire un café devenu tiède, dans une paix suspendue, comme si chaque mouvement pouvait briser l'équilibre fragile qu'ils venèrent de créer. Il ne s'agissait plus de choisir l'autre, mais de se choisir soi-même, dans ce qu'ils étaient devenus depuis ces 10 jours. Lorsque Camille se leva, elle le fit avec douceur. Julien se leva aussi, mais elle lui fit comprendre d'un regard qu'il ne devait pas la suivre. Ce n'était pas un adieu. C'était une pause qu'elle s'accordait, une parenthèse qu'elle allait ouvrir seule, loin de lui, non pour l'effacer, mais pour vérifier si, sans lui, elle était encore capable d'exister dans cette nouvelle version d'elle-même. Il acquiesça, sans mots, sans plainte. Il comprenait que la liberté qu'il lui avait offerte devait être entière. Il savait que la retenir serait la perdre. Elle reprit le train pour Lyon ce soir-là. Le même trajet, la même ville, mais une Camille différente. Tout dans son regard trahissait un changement. Elle observait les passants, les vitrines, les rues, comme si elle redécouvrait un monde qu'elle avait longtemps traversé en silence. Le retour à son quartier fut étrange. Le même immeuble, la même porte, la même odeur de couloir. Mais elle, intérieurement, portait d'autres marques, des traces invisibles mais profondes. Sa mère l'attendait, assoupie dans son fauteuil. Elle la réveilla en douceur, lui sourit, l'embrassa sur le front. Elles passèrent la soirée ensemble, comme avant. Mais quelque chose s'était déplacé dans le lien entre elles. Camille ne se sentait plus prisonnière de ce rôle de fille sacrificielle qu'elle avait endossé depuis tant d'années. Elle se sentait libre de prendre soin sans se renier. Elle parlait avec plus de calme, de lenteur, comme si chaque mot prononcé était maintenant filtré par une vérité nouvelle. Elle avait le droit d'être heureuse. Le lendemain, elle visita l'appartement de son enfance. Elle se rendit dans la vieille boulangerie où elle achetait du pain les dimanches, matin, marcha jusqu'à l'école où elle avait appris à lire. Tout semblait plus petit, comme si les lieux avaient rétréci ou qu'elle avait grandi sans s'en rendre compte. En marchant dans ces rues connues, Camille revivait mentalement les jours avec Julien, les instants tendres, les silences partagés, les douleurs stues. Elle ne cherchait pas à décider. Elle laissait simplement chaque souvenir parler. Elle passa 3 jours ainsi, 3 jours à marcher, à penser, à ne rien précipiter. Elle évita les appels, les messages. Elle garda le téléphone éteint. Ce n'était pas de lui qu'elle avait besoin d'éloignement, mais du bruit du monde. Elle avait été exposée, jugée, interprétée, et maintenant, elle avait besoin de se retrouver, sans caméra, sans contrat, sans obligation. Au matin du 4e jour, elle sortit une feuille de papier. Pas une lettre, pas encore. Juste des mots, des débuts de phrases, des sensations notées à la hâte. Elle essayait de décrire ce qu'elle ressentait. Pas pour convaincre, pour comprendre. Elle écrivit sur sa solitude,
sur son rapport au silence, sur la place que Julien avait prise en elle sans qu'elle l'y invite. Elle écrivit sur ce qu'elle craignait, de n'être qu'un rôle parmi d'autres dans sa vie, mais aussi sur ce qu'elle avait vu, un homme qui, malgré ses peurs, avait essayé. Puis, elle arrêta d'écrire. Elle plia le papier, le rangea dans un tiroir. Ce n'était pas encore le moment. Elle devait faire plus que réfléchir, elle devait sentir, vivre, et c'est ce qu'elle fit. Le 5e jour, elle prit un bus pour les hauteurs de la ville. Elle se rendit dans un vieux parc qu'elle avait toujours aimé. Il faisait froid, mais le ciel était d'un bleu profond, limpide. Elle s'assit sur un banc et resta là longtemps. Les enfants jouaient, les parents bavardaient, les couples se tenaient la main. Et elle seule ne se sentait pas vide, elle se sentait en attente, d'elle-même, d'une réponse qui ne viendrait ni par logique ni par devoir. Ce soir-là, elle rêva de Julien. Il ne parlait pas. Il la regardait seulement, les mains tendues, les paumes ouvertes. Et elle comprit que ce rêve ne lui montrait pas ce qu'il voulait d'elle, mais ce qu'elle voulait donner, non par obligation, par choix. Le 6e jour, elle se réveilla tôt, le cœur battant. Elle ne ressentait ni précipitation ni euphorie, seulement une certitude douce, tranquille. Elle se leva, prépara le petit déjeuner pour sa mère, lui annonça qu'elle partirait demain. Juste quelques jours, elle voulait voir quelqu'un. Sa mère ne posa pas de questions. Elle lui caressa la joue, murmura simplement « Fais ce qui te rend vivante ». Le lendemain, elle acheta son billet. Pas d'aller-retour, juste un aller simple, non parce qu'elle voulait rester, mais parce qu'elle voulait arriver libre, sans promesse, sans limite. Avant de partir, elle s'assit une dernière fois dans sa chambre, celle où elle avait pleuré, 2 années de silence. Elle observa les murs, les objets, les traces de son ancienne vie. Puis elle prit une feuille blanche et écrivit une lettre, pas pour Julien, pour elle-même. Une lettre qu'elle n'enverrait jamais, une lettre dans laquelle elle se pardonnait d'avoir accepté si peu pendant si longtemps, et dans laquelle elle s'autorisait, enfin, à vouloir plus. Elle glissa la lettre dans un livre, ferma la couverture, rangea le tout dans la bibliothèque. Puis elle prit sa valise, ferma la porte, descendit les escaliers. Il faisait froid dehors. Mais en elle, quelque chose brillait doucement. Un début de réponse, une forme de paix. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait lui dire, mais elle savait pourquoi elle y allait. Et de cette fois, cela suffisait. Le jour du rendez-vous arriva. Paris, ce matin-là, semblait suspendu entre 2 saisons. L'air était frais mais pas glacial. Le ciel, gris, n'était pas menaçant, juste voilé, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Camille descendit du taxi devant le café de Montmartre. Elle était habillée simplement, dans les tons neutres qu'elle avait toujours portés, mais il y avait quelque chose de différent dans sa démarche. Une assurance nouvelle, tranquille, née de ses jours passés loin de lui, mais tout entière tournée vers lui. Elle entra sans hésiter. Le café n'était pas encore plein. À cette heure-là, les touristes n'avaient pas envahi les rues et les habitués s'installaient lentement. Julien était déjà là. Il portait une chemise claire, un manteau posé sur le dossier de la chaise et une tasse de café devant lui. Lorsqu'il la vit, il se leva aussitôt mais ne bougea pas davantage. Il ne sourit pas. Il ne parla pas. Il attendit. Camille s'approcha, marcha calmement jusqu'à sa table. Ses yeux étaient clairs, ses gestes mesurés. Elle posa sa sacoche sur la chaise voisine, puis sortit une enveloppe qu'elle tint quelques secondes dans sa main avant de la déposer doucement sur la table. « C'est pour toi », dit-elle simplement. Julien la regarda longuement, puis prit l'enveloppe, sans la décacheter immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?» Ma réponse. Il hocha lentement la tête. Il voulait parler, mais se retint. Il déplia la lettre, une feuille unique, écrite d'une écriture soignée, sans rature. Il lut en silence. Camille observait ses traits se tendre, se relâcher, se figer par instants. La lecture dura moins d'1 minute. Lorsqu'il releva les yeux, il y avait en lui une émotion contenue, presque effrayée. Il relut la dernière, phrase à voix haute, doucement, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle existait vraiment. Sans clause, sans durée, si tu veux encore, je reste. Elle acquiesça posément. Je n'ai pas besoin d'autres promesses, pas d'anneau, pas de cérémonie, pas d'assurance. Je suis là parce que je le veux, pas pour toi, pour moi. Et si toi, tu veux que je sois là, alors je le reste. Sans rien signer, Julien prit une inspiration lente.
Il ne savait pas s'il devait la toucher, se lever ou simplement rester là à la regarder. Il choisit de ne rien faire de tout cela. Il lui parla. « Je te veux ici. Pas à cause de l'héritage, ni pour réparer ce que j'ai raté. Je te veux parce que je suis plus vrai quand tu es là. Parce que je n'ai jamais su dire ce que je ressens, mais avec toi, j'apprends à faire autrement. Alors fais-le. Pas aujourd'hui, tous les jours, en geste, en silence, en maladresse aussi. Je peux essayer. Ce sera suffisant. » Ils restèrent là, longtemps, sans se presser. Le serveur vint leur apporter 2 cafés, puis s'éloigna en silence. Le monde autour d'eux reprit lentement sa course, mais ils restaient figés dans cette bulle fragile, intouchable. Julien tendit la main. Camille la prit. Il ne serra pas fort, il ne tira pas. Il accepta simplement qu'elle soit là. Et c'était tout ce qu'il avait toujours voulu sans savoir comment le demander. Ils quittèrent le café ensemble. Montmartre s'éveillait lentement. Ils marchèrent dans les rues pavées, sans destination précise. À un moment, Camille s'arrêta devant une vitrine où de livres anciens étaient exposés. Elle en montra un du doigt, un roman qu'elle avait lu adolescente. Julien lui demanda si elle voulait l'acheter. Elle répondit que non. Elle voulait juste qu'il sache qu'il existait. « Comme moi, ajouta-t-elle, je n'ai pas besoin qu'on me possède, juste qu'on me voie. Je te vois, Camille. » Et il le disait sans détour, sans emphase, comme une vérité tardive mais nécessaire. Ils s'installèrent ensuite dans un petit square, sur un banc un peu bancal. Le silence entre eux était paisible, chargé de promesses muettes. Aucun mot ne fut dit sur l'avenir, sur où ils vivraient, ce qu'ils deviendraient. Ils étaient ensemble, là, et cela suffisait. Dans l'après-midi, ils rentrèrent ensemble à l'appartement. Il n'y avait plus de distance à maintenir, plus de rôle à jouer. Camille rangea ses affaires dans un tiroir, sans cérémonie. Julien lui montra où il gardait les clés de secours, le code du coffre, le nom de leur fleuriste. Ce n'étaient pas des gestes spectaculaires, mais chacun d'eux était une forme de confiance, un reste silencieux. Le soir venu, ils dînèrent simplement. Pas de chandelle, pas de vin cher, pas de dessert compliqué. Juste un plat qu'ils préparaient ensemble. Camille coupa les légumes, Julien s'occupa des pâtes. Ils riaient doucement, s'interrompaient parfois, se regardaient sans dire tout ce qu'il y avait à dire. Ils n'en avaient pas besoin. Le plus important était déjà exprimé. Avant de dormir, Julien s'arrêta sur le pas de la chambre. Camille, déjà allongée, le regarda. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je me disais juste, si tu étais parti, je crois que j'aurais appris à vivre avec, mais je suis heureux de ne pas avoir à le faire. Alors ne gâche pas ce choix. Je ferai tout pour ne pas le gâcher. » Il éteignit la lumière, se glissa sous les draps. Ils restèrent un instant dans le noir, mains jointes, cœur calme. Et dans cette obscurité, ni l'un ni l'autre ne prononça de serment. Ils dormaient, enfin ensemble, libres.